tous les jours de la semaine. Alors je vous le disais, nous démarrons avec un livre qui sort sur Internet. C'est une nouveauté, c'est même le premier livre multimédia, comme il est vendu dans le communiqué de presse. Il est signé Vincent Nouzille et Cyril Zimmermann. Alors Vincent Nouzille, vous le connaissez bien sûr parce que vous l'entendez régulièrement dans Service Public, mais je vais prendre quand même la peine de rappeler que Vincent Nouzille est un ancien journaliste de l'Express et du Nouvel Économiste. Vous êtes connu en tout cas comme journaliste d'investigation. Vous avez signé un certain nombre de livres, et notamment un livre sur les lobbies. Et vous avez donc choisi d'écrire La France des réseaux. Ce livre sortira dans quelques mois aux éditions Fayard et Les Liens qui libèrent. Mais tout d'abord, sur Internet, vous allez pouvoir nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit et pourquoi vous avez choisi cette forme. C'est pour faire moderne, le livre numérique, le livre multimédia? C'est pour essayer de tester une nouvelle formule de livre, parce qu'on voit bien que le livre numérique tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est dans le fond un copier-coller d'un livre papier qui a été mis sur Internet et qu'on peut éventuellement acheter, donc moins cher qu'un livre papier. Mais effectivement, quand on a une tablette, par exemple comme un iPad ou des choses comme ça, on se dit que avoir simplement du texte, c'est quand même très pauvre et ce n'est pas totalement adapté à ces formats. Avant de parler du sujet, de l'objet de votre livre enquête sur ces réseaux, ces lobbies, expliquez-nous pour qu'on comprenne bien comment ça marche. C'est-à-dire qu'on va sur Internet, on clique et on voit donc un certain nombre d'interviews, mais il y a également des interviews filmées, des vidéos. Voilà, c'est un mélange de textes comme un livre papier, sauf que c'est une série de tas de petits textes, donc très séquencés de manière à faciliter la lecture, la lecture un petit peu zapping. On peut circuler dans l'ensemble du livre sans forcément avoir besoin de lire tout en continu, ça c'est le premier point. Le deuxième, c'était extrêmement illustré, donc ça se présente comme un livre d'ailleurs, avec un tourné de page, comme un livre classique, avec au milieu d'ailleurs la pliure, une fausse pliure au milieu. Donc beaucoup de photos et du son et beaucoup d'images, beaucoup de vidéos que j'ai tournées, des interviews. Donc en fait, ça fait un ensemble qui représente un livre de plus de 400 ou 500 pages, comme un magazine qui serait illustré avec plus de 5 à 600 photos, et puis l'équivalent d'une centaine de vidéos, donc l'équivalent de 5 à 6 heures de vidéos. Regardez, tout ça à consommer sur un seul site, et évidemment à acheter, et ça va être diffusé au fil des semaines, un réseau, un chapitre par semaine. Comment avoir accès à ce premier livre multimédia? Il faut se connecter. Alors, il faut se connecter sur lafrancedesréseaux.com, donc La France des réseaux tout attaché sans accent. Donc voilà, c'est juste le site qui est déjà ouvert, mais qui n'est pas encore, les premiers chapitres ne sont pas encore disponibles. Ce sera à partir du 14, donc de mardi prochain. 1,99 € pour avoir accès à 6 épisodes et 49 € pour la totalité. C'est cher quand même. Alors c'est cher, mais en fait, si on vient tous les jours, on peut voir un extrait tous les jours de manière gratuite. Donc si on vient X fois dans la semaine et tant de fois, eh bien on pourra voir tout le livre gratuitement. En revanche, si on veut revoir des épisodes passés ou voir un chapitre dans son ensemble ou avoir tout d'un coup, tout de suite sans attendre les 20 semaines, eh bien il faut payer un petit peu plus cher. Mais c'est le principe comme un magazine. Dans le fond, on va l'acheter, ça va coûter 1,99 € par semaine et chaque semaine on aura donc l'équivalent d'une soixantaine de pages disponible sur le site. Avez-vous envie de lire un livre multimédia, un livre numérique? N'hésitez pas à vous exprimer sur franceinter.com ou tout simplement au standard 01 45 24 7000. Vous pouvez même directement poser vos questions à Vincent Nouzille. Alors, venons-en au sujet. Vous parlez des réseaux. On a un tout petit peu l'impression que les réseaux de femmes, les réseaux d'homosexuels, les réseaux de francs-maçons, on a l'impression de déjà connaître. Ça fait régulièrement la une des journaux. N'est-ce pas un marronnier que vous avez choisi? Je vois que dans le communiqué de presse, on nous parle d'informations exclusives sur le pouvoir réel des réseaux. Alors, quelles sont vos informations exclusives et comment éviter l'impression de déjà-vu? Très souvent, il y a une idée un petit peu fantasmatique sur ces réseaux d'influence qui œuvreraient dans les coulisses de la République, qui seraient peut-être un peu antidémocratiques. En fait, moi, je n'ai pas cette vision complotiste ni conspirationniste des réseaux. J'ai une vision plutôt assez clinique, regarder comment ça marche, tout simplement. Il y en a qui sont plutôt fermés, donc comme les francs-maçons, et c'est très intéressant de voir pourquoi ces sociétés fermées continuent d'avoir un impact relativement important sur un certain nombre de décisions publiques lorsqu'elles prennent des positions, mais aussi de manière un petit peu plus souterraine. Donc j'essaie de décortiquer leur influence visible et leur influence plus secrète, de manière très objective, la plus honnête possible. Alors ensuite, il y a ces réseaux qui sont plutôt secrets et qui restent un petit peu secrets, et puis il y a plein de réseaux nouveaux qui apparaissent, qui sont plus ouverts, qui sont plus, dans le fond, plus ouverts à tout le monde. Voilà l'information exclusive. On va pouvoir aller dans les réseaux et en profiter. Exactement, et qui permettent à des tas de gens de se connecter et d'avoir évidemment, soit parce qu'on est ancien d'une école et qu'on a envie de se connecter avec ses anciens de son école. Il faut déjà sortir d'HEC, Raphaël.
Non, parce qu'il y a aussi il y a tous Il les y a le réseaux réseau de ceux qui sont pas allés à l'école. il y a tous les réseaux d'anciens écoles, par exemple. Il y a les anciens du lycée d'Ajaccio, par exemple, qui sont c'est une petite communauté assez intéressante. On va parler d'ailleurs de deux réseaux, le réseau Corse, le réseau de femmes. Mais juste avant, Dorothée, vous avez jeté un petit coup d'œil sur le numéro de Challenge qui est sorti cette semaine, puisque le livre de Vincent Noisy fait la une de Challenge. On était plutôt fiers quand même, à service public. Vous avez découvert cet univers. C'est un univers que vous ne connaissiez pas beaucoup. Oui, parce que vous parlez de marronnier. J'avoue que je connaissais mal cette histoire de réseau. Ça veut dire que c'est pas tant un marronnier que ça. Alors après, effectivement, c'est très clinique. On est dans le listing des réseaux et des groupes. Moi, ça me donne quand même l'impression qu'on est encore dans la reproduction des élites, qu'il n'y a pas beaucoup de mixité, de renouvellement, de nouvelles générations dans ces réseaux dont vous parlez. Et puis il y a une deuxième chose qui m'a beaucoup surprise. Moi, vous parlez du siècle, donc le fameux club qui se réunit tous les mois à l'Automobile Club, et on y voit à la fois des patrons, des politiques et des journalistes. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être le moment de déverrouiller un peu tout ça et de prôner la fin de la connivence entre ces deux univers. Oui, alors le fait de dîner ensemble, c'est pas forcément en soi d'être connivant, parce que si on dîne ensemble, on n'est pas forcément amis à la vie, on va pas forcément être d'accord sur tout. Donc c'est pas il y a un effet de club, peut-être mon mais club. Il y a un effet de club. Là, c'est un coup bas. Le siècle. Vous verrez, dans le livre numérique, je parle beaucoup du siècle parce que c'est effectivement intéressant. C'est le club c'est l'élite de l'élite. Donc le seul fait d'en faire partie, c'est déjà une forme de reconnaissance, voire même ça peut accélérer certaines carrières. Donc je raconte tout cela. Et le fait qu'effectivement, il y a des patrons de presse, beaucoup de patrons de presse qui sont On peut lire Arlette Chabot, Emmanuel Chin, par exemple, dans la petite liste des membres. Ça m'a surprise. Oui, mais il y en a plein d'autres. Le réseau Corse. Alors là, effectivement, on est moins dans les idées préconçues, dans les préjugés. On apprend des choses quand même quand on consulte la liste des associations d'élus corses qui peuvent se réunir, qui là encore procèdent à l'entraide. En fait, ça sert à s'entraider d'une certaine manière, à s'échanger des informations. Il y a le volet négatif des réseaux, c'est-à-dire le côté un petit peu passe-droit, copinage, combines diverses. Et puis il y a le volet positif, qui est le volet de l'entraide, de la solidarité, etc. Et moi, je croyais comme ça un petit peu naïvement, classiquement, que par exemple les réseaux corses, c'est un truc un peu du passé. C'est-à-dire que la diaspora corse, c'est à peu près plus d'1 million de personnes en France et qui sont corses, qu'ils avaient cette culture s'était largement diluée. Eh bien, pas du tout, parce que les jeunes générations de Corse veulent réapprendre le corse. Il y a un retour vers les associations. Il y a des associations professionnelles de Corse, des avocats, des magistrats, des médecins. Tout cela, ces gens sont, par exemple, en région parisienne. Ils se retrouvent pour un certain nombre de choses. Alors, ils s'entraident, évidemment. Et puis, il y a... ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces vieux réseaux s'adaptent aux nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'elles recrutent maintenant sur Internet. Il y a notamment l'ancien leader nationaliste corse qui s'appelle Edmond Simeoni. Eh bien, lui, il a créé une association qui s'appelle Corsica Diaspora et qui est sur Internet et qui essaie de promouvoir, dans le fond, l'idée d'une Corse plutôt moderne, etc. Et puis, il y a le chanteur d'Imouvrini, Jean-François Bernardini, qui, lui, veut créer une fondation pour la Corse, donc quelque chose d'une reconnue d'utilité publique. Donc, les moyens aujourd'hui modernes permettent de recruter des tas de gens qui, avant, n'avaient du mal à se connecter. L'une des nouveautés, c'est l'apparition, l'émergence de réseaux de femmes très actifs, là encore. Ah oui, là pour moi c'est vraiment une découverte parce que je savais qu'il y avait des réseaux féministes. D'ailleurs, c'est pas un hasard si Véronique Morali, qui anime l'un de ces clubs de femmes, fait la couverture de Challenge. Voilà, Véronique Morali, elle est présidente de ce qu'on appelle le Women's Forum, qui est un rendez-vous annuel, une forme de femmes du monde entier. Super club, voilà. Mais elle est aussi investie dans plusieurs associations comme Force Femmes, qui aide des femmes à retrouver de plus de 45 ans à retrouver un job. Elle est aussi investie dans un grand site internet qui s'appelle Terra Femina, etc. Donc elle est très active sur un certain nombre de points. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la nouveauté de ces femmes plutôt dirigeantes, plutôt cadres supérieurs, qui avaient dans le fond tout pour réussir et qui se rendent compte à un moment donné que dans le fond, à âge égal et compétences égales par rapport à des hommes, eh ben, il y a un écart énorme. C'est qu'elles ont 25 ou 30% de moins de salaire que leurs collègues hommes et elles se demandent pourquoi c'est eux qui arrivent dans les conseils d'administration, eux qui arrivent dans les directions. Elles sont très militantes pour l'égalité salariale. Voilà, elles sont très remontées et c'est donc dans le fond des femmes qui n'étaient pas des féministes à la base et qui sont en train de le devenir. Elles ont peur qu'on leur reproche d'être féministes. Alors au début, elles avaient un petit peu peur effectivement de se mettre dans ces réseaux de femmes. Suprême. Il y en a qui sont nées dans des entreprises, chez IBM, chez Accenture, chez Renault, dans des grandes banques, etc. Et progressivement, au début, elles avaient un peu honte, elles voulaient pas le dire, elles voulaient pas revendiquer cette appartenance. Et aujourd'hui, il y a une profusion de ces associations professionnelles, on va dire, de femmes. Il y en avait près de 200 associations il y a 5 ans. Aujourd'hui, on a probablement dépassé les 400. Il va y avoir même un premier salon
des réseaux de femmes qui va se tenir à Paris à l'initiative. À vous lire, on aurait presque l'impression que les réseaux de femmes sont plus intéressants que les réseaux d'hommes, qu'on est moins dans le copinage et l'échange d'infos, beaucoup plus dans l'entraide et effectivement la lutte pour l'égalité salariale. Mais c'est un point de vue très très subjectif. Oui, dès qu'il y a une cause à défendre, et qui peut être d'intérêt général, la parité, après tout, elles finissent aussi par recruter des hommes. Il y a l'Observatoire de l'égalité, qui est une plateforme un peu plus politique, avec des experts venus de tous les milieux, qui veut interroger les candidats à l'élection présidentielle de 2012 sur le thème de un pacte pour la parité, un pacte pour l'égalité. Un dernier mot, vous n'avez pas eu peur de stigmatiser certaines catégories? Je pense notamment aux réseaux qui aident à la diversité, puis également aux réseaux gays. Je me suis dit que c'était quand même assez gonflé de votre part de faire tout un chapitre sur les réseaux gays. Vous avez hésité ou pas? Oui, j'ai un peu hésité. En fait, je n'ai pas hésité très longtemps parce que dans le fond, pareil, on est dans une forme de militantisme pour beaucoup et c'est très intéressant de regarder comment ces gens-là s'organisent pour essayer de faire avancer soit des formes de solidarité et de convivialité, ça c'est le côté, disons, festif et convivial avec la Gay Pride, etc., la marche des fiertés, et puis le volet militant sur le mariage, l'homoparentalité, etc. Donc je décortique tout ça, et franchement, c'est plutôt, les gens parlent volontiers de ce sujet, c'est très intéressant. Nous avons une réaction de Jérôme qui est en train de nous écouter, qui nous dit « Moi, j'ai fait une grande école de commerce, j'ai créé un magasin bio en sortant de l'école. On nous a vendu l'idée des réseaux, etc., des aides des professeurs à la sortie de l'école. Résultat, rien. J'ai ouvert mon magasin il y a 1 an et demi. Personne de l'école n'est venu au magasin et même pas le directeur de mon école de commerce. » Ah, il faut qu'il tweete davantage. 01 45 24 7000, franceinter.com. N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser directement à Vincent Nouzille sur les réseaux. Ces réseaux vous semblent-ils utiles ou non? Sont-ils en train de changer? La réponse est oui. C'est ce qu'on apprend grâce à l'enquête de Vincent Nouzille. Quelques réactions d'auditeurs. Avez-vous entendu parler du réseau des sculpteurs mécanistes, nous demande Greg. Alors là, j'avoue, Vincent Nouzille, que vous ne vous attendiez peut-être pas à cette question. Donc j'en découvre, j'en apprends tous les jours. Ça, c'est clair. Juste avant de passer la parole à Dorothée, une réaction peut-être de Raphaël Yem sur les réseaux qu'on appelle diversité, dont vous parlez également dans votre livre. Pour aller quelques fois dans ce genre de réunion de clubs de la diversité, notamment dans le secteur des médias. Le club Averroès, par exemple. Voilà, pour ne citer que lui, ça se présente un peu, pour les gens qui ne voient pas, comme un dîner. C'est censé être une rencontre avec une personnalité des médias, un patron de chaîne notamment, par exemple. Et on vient lui poser des questions. Et j'ai plutôt l'impression que ça tourne un peu au concours de beauté. C'est à qui fera la plus belle intervention pour se faire remarquer, pour essayer ensuite de gratter un emploi ou de glisser sa carte de visite. Oui, je raconte notamment que la promotion d'Harry Roselmack sur TF1 a été un petit peu préparée, lors de ces fameux dîners du club Averroès qui réunit à la fois des journalistes, des patrons de médias, etc. Alors, il avait tous les mérites qu'il fallait pour devenir un présentateur de journaux, mais il a été remarqué davantage lors de ces dîners par le PDG de TF1 de l'époque et Étienne Moujotte qui était le directeur des programmes. Ce serait ça alors la finalité de tous ces clubs, c'est l'insertion professionnelle? C'est toujours un mélange. D'ailleurs, ces réseaux de femmes dont on parle, elles aiment bien réseauter, à la fois pour faire avancer un certain nombre de causes générales sur la parité, mais aussi pour se rendre des services dans le côté boulot, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a parfois un côté cercle fermé, et je me rends des services et on se donne des coups de main comme ça entre soi. Donc, parfois un petit peu élitiste, mais en même temps, de plus en plus de ces réseaux sont de plus en plus ouverts. Donc, il y en a, ça descend, si je peux dire. Enfin, le polo de Paris reste très fermé. Alors voilà, il y a un certain nombre de clubs. Fasciné par le prix d'entrée, là, 15 000 € le prix d'inscription. Il y a un certain nombre de clubs très élitistes qui, eux, restent très fermés, c'est clair. Et cela nous permet en tout cas une belle réflexion sur la manière d'obtenir des informations, puisque nous vivons dans un monde connecté, multiconnecté. Je trouve que cette enquête sur les réseaux nous permet de bien réfléchir à la manière d'obtenir des informations et de récolter nos informations. Hervé Lassalache, je ne sais pas si vous le connaissez, il vous salue, Vincent Nouzille. Bravo pour cette émission sur les réseaux. Je vous encourage à lire le livre que nous venons de publier chez Larousse, Comment réussir grâce aux réseaux sociaux. Comme Vincent Nouzille, une approche très pragmatique. Voilà. Oui, il y a les approches pragmatiques. Il y a un nouveau guide des clubs et réseaux qui vient de paraître également. Il y a la couverture de l'expansion de ce mois-ci sur les clubs et réseaux en région. Il y a la couverture de Challenge qui passe en un certain nombre de choses. Et puis donc il y a la France des réseaux. Jetez un petit coup d'œil sur Internet et donnez-nous votre avis. Allez, on enchaîne tout de suite, je le disais, avec un auditeur qui nous dit que depuis